Bonjour. Donc, je vais déjà commencer par une sorte de diagramme sur le nombre de décès en un siècle dans le système ferroviaire en France, ce qui permet de voir effectivement qu'on a globalement, si on regarde entre 1910 et puis 2010, alors on n'a pas pris en compte les derniers événements de Brétigny, mais on s'aperçoit qu'on est quand même sur une baisse tendancielle assez importante, mais on s'aperçoit aussi que malgré tout, on a de temps en temps ressurgissent effectivement un certain nombre d'accidents, hein, comme par exemple toute la période des années 60-70, et un peu plus tard dans les années 80, 85 à 88 par exemple, notamment avec l'accident de la gare de Lyon. Alors, par rapport à l'exposé qui a été fait ce matin par René Amalberti, qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer que l'entreprise et finalement, le système ferroviaire est devenu un système ultra sûr? Je vais déjà montrer peut-être qu'il y a déjà eu des réponses sur le plan technologique, notamment par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui incorporent au fur et à mesure des automatismes pour les systèmes de gestion du trafic, les postes d'aiguillage ou les systèmes de pilotage, jusqu'à des systèmes quasiment d'automatisation qui sont en cours de conception en ce moment. Sur l'évaluation de la sécurité, on a aussi des audits qui sont mis en place. L'Orex, les bases de données de retour d'expérience qui ont été mises en place après les catastrophes des années 90, des études facteurs humains. Puis l'Orex a incorporé un certain nombre d'items facteurs humains permettant aux dirigeants de proximité qui les alimentent de pouvoir caractériser ces incidents. Et puis là, on commence à être aussi sur une logique de REX positive, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on accordait beaucoup d'attention à tous les facteurs d'influence qui amenaient à une non-conformité, on pourrait dire, avec les règles. Ici, on va au contraire rechercher des facteurs d'influence positifs qui ont permis d'atténuer, par exemple, les conséquences, éviter un incident ou un accident. Après, sur tout ce qui est études, conception, notamment dans le domaine de la normalisation de la prescription. Alors, il faut voir qu'effectivement, la signalisation normalisée ne date que des années 30, après la catastrophe de Lagny. On a aussi donc beaucoup travaillé après les années 80 et les accidents des années 80 sur la présentation ergonomique des règles. On a intégré par la suite des approches de plus en plus compréhensives des incidents et des accidents, non pas au sens de tolérer, bien sûr, ou de rendre irresponsables les acteurs de ces accidents ou ces incidents, mais surtout essayer de comprendre le processus qui finissait par aboutir à ces incidents ou à ces accidents, avec, y compris sur la question des règles, des travaux qui ont été menés sur la conception participative des règles de sécurité, notamment dans le cadre de certains projets de recherche. Sur la question de l'évaluation des compétences, eh bien, c'est à la suite de l'accident de Lagny, j'ai oublié de vous le présenter, qu'on a travaillé donc sur les tests d'aptitude, et où, à l'époque, ce n'était pas encore la SNCF, c'était le réseau ferré Nord et Est, et la RATP ont mis en place un service de laboratoire de psychotechnique et ont travaillé sur des tests d'aptitude. Il y a eu par la suite aussi la mise en place de simulateurs de conduite pour notamment que les conducteurs puissent se représenter les situations telles qu'ils allaient les vivre. Et puis des choses qui ont été faites, par exemple pour les contrôleurs, où on se formait à partir de ces erreurs. Et plus récemment, l'usage du CRM, qu'on appelle, nous, conscience du risque métier, mais qui est largement inspiré du cockpit Resource Manager utilisé dans l'aéronautique. Enfin, au niveau des structures mises en place, on voit qu'effectivement, les psychologues et puis ensuite les ergonomes et des structures, facteurs organisationnels et humains ont été mises en place dans différentes directions de la SNCF. Alors, ce qu'on voit quand même ici, c'est que il reste un certain nombre de points sur lesquels on pense qu'on peut améliorer, notamment la partie liée aux règles, aux prescriptions, parce que dans un certain nombre de situations, la sécurité ne repose que sur les respects et la bonne application par les opérateurs de ces règles. Donc je vais aborder cette question.
Donc d'abord, pour souligner le fait que ces règles sont absolument nécessaires, parce qu'on a un environnement à risque, hautement procéduralisé, je pense que la catastrophe, l'accident de Bretigny le rappelle, et puis donc un management de la sécurité qui s'appuie complètement sur la question de la conformité aux règles, depuis la formation, les habilitations, les contrôles par l'encadrement de proximité, les audits de sécurité. Alors, plusieurs raisons vont militer dans le sens de la prescription de la sécurité. D'abord parce que le système ferroviaire est un système finalement assez ouvert, où il y a des aléas, des pannes, des risques qui sont toujours présents, et donc des incidents qui peuvent arriver, survenir. Et les règles vont servir à réduire l'incertitude, à se prémunir de tout événement redouté. Et souvent, les formateurs ont tendance à dire... formateur à la sécurité. Derrière, finalement, chaque mot du règlement de sécurité, il y a eu une goutte de sang qui a été versée. Le chemin de fer est un système technique et technologique complexe. On pourrait dire d'ailleurs maintenant socio-technique complexe. Les règles de fonctionnement des dispositifs imposent des règles d'usage spécifiques. Une troisième raison, c'est l'idée que sur un réseau ferré aussi important que le territoire, avec tout type de trafic, des zones denses, région parisienne, région lyonnaise, ou des zones beaucoup plus clairsemées, du trafic marchandises, fret, voyageurs, etc., des TGV, il y a aussi quand même besoin d'uniformiser, de simplifier les comportements. Donc, besoin d'un référentiel commun, collectif, au sein du métier, faisant en sorte qu'effectivement, des conducteurs, par exemple, venant de province, peuvent être facilement aptes à conduire des trains dans une zone dense, par exemple. Mais ça règle aussi les relations entre deux métiers différents, par exemple les agents de la circulation, les agents de la maintenance de l'infrastructure. Et puis les règles constituent des guides cognitifs, des ressources en fait communes pour la représentation des situations et aussi pour traiter ces situations. Alors en même temps, on s'aperçoit que la philosophie de la règle, c'est une philosophie très prégnante à la SNCF, et la tendance est plutôt d'ériger la prescription en dogme, c'est du moins ce qu'un certain nombre d'études qui ont été réalisées ont pu montrer. Et le règlement de sécurité devient une bible, en fait, une doctrine qui doit être appliquée sans dérogation. Plusieurs principes vont venir renforcer cette position doctrinaire et vont avoir un impact direct sur la conception et la rédaction de la réglementation. Alors d'abord, toutes les situations possibles peuvent être imaginées a priori, anticipées, et une réponse satisfaisante peut être développée a priori également et inscrite dans une spécification technique ou une procédure. Ça peut conduire ceci au sentiment pour l'opérateur qui va appliquer les règles que finalement tous les cas sont prévus. Tous les incidents, tous les aléas peuvent être prévus dans les règles. Il existe un droit chemin identifiable a priori, dont le suivi va garantir le niveau de sécurité visé, et les prescriptions opérationnelles sont pertinentes vis-à-vis de la sécurité si elles sont conformes au règlement de sécurité et effectivement suivies. Donc, bonne application des règles. Et on va quand même trouver un certain nombre de limites. Par exemple, on s'aperçoit que bien souvent, les règles sont déjà dépassées, ne serait-ce que par des nouvelles technologies en matière de télécommunication, utilisées par exemple pour la signalisation, ou d'autres types, des commutateurs, ou des dispositifs de ce type-là, ou des changements organisationnels qui ont pu accélérer, effectivement, faire évoluer ces règles, alors qu'elles ne sont pas forcément évoluées sur le papier. On a aussi la question des conflits entre productivité et sécurité, entre régularité et sécurité. On vient de faire une étude là sur les causes qui sont à l'origine d'erreurs, ce qu'on appelle des défauts de mesures de protection par les agents des postes d'aiguillage pour protéger certaines sections de voies sur lesquelles des agents de maintenance vont travailler, par exemple. Et on s'aperçoit que dans les causes qui apparaissent, la pression temporelle, par exemple, la pression de la ponctualité, de la régularité est très forte, même si elle n'est pas exercée par quelqu'un. Elle est intériorisée et elle joue d'une certaine manière, de manière assez forte. Les prescriptions aussi ne tiennent pas compte des variabilités, des irrégularités des situations de travail. Les règles ne sont donc que relativement opérationnelles, puisqu'elles vont nécessiter en fait un diagnostic de faisabilité en fonction de chacune des situations rencontrées. Le règlement est interprétable. Un conducteur, par exemple, qui voit une personne sur la voie a deux possibilités. Soit la personne elle est entre les rails et il doit effectivement arrêter son train, lancer une alerte radio, soit c'est une personne qui marche le long des voies et dans ce cas-là, il n'y aura pas nécessairement cette
cette mesure qui sera prise. Maintenant, si c'est un enfant dont le comportement est un peu hiératique ou une personne dont on ne sait pas trop où elle va aller, c'est difficile. Il y a une part d'interprétation. Donc cette part d'interprétation, on la retrouve aussi pour un certain nombre de choses. Le défaut de réalisme des documents réglementaires, on s'est aperçu notamment dans un travail qui avait été fait avec l'IFSTAR, d'incomplétude, de zones d'ombre ou d'incohérences apparentes, ou réelles parfois d'ailleurs, et puis l'inadéquation aux contraintes de l'activité, aux conditions réelles d'utilisation sur le terrain. C'est un peu logique, puisqu'effectivement ces règles sont faites pour être des règles générales qui nécessitent ensuite éventuellement des consignes spécifiques d'application sur le terrain. Et elles ne peuvent pas tout prévoir. Le contexte est porteur d'événements, d'imprévus que les règles invariantes ne peuvent maîtriser. J'ai travaillé par exemple sur la formation des contrôleurs au risque incendie et on s'est aperçu qu'effectivement, par exemple dans les rames Théose, les procédures qui s'appliquaient étaient en fait plutôt des procédures faites pour les rames corail, et prévenir le conducteur par exemple en cas d'incendie ne se traduisait pas de la même manière dans les deux types de trains. Pourtant les règles étaient identiques. Alors, qu'est-ce que disent les ergonomes, qu'est-ce que disent les sociologues là-dessus? D'abord, en ergonomie, je dirais le principe de base de l'ergonomie, c'est de dire qu'il y a une différence entre travail prescrit et travail réel, et on l'observe quotidiennement, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, les opérateurs sont sans arrêt en train de réadapter les tâches prescrites, les prescriptions, en fonction du contexte, en fonction d'un certain nombre de choses. Et il ne s'agit pas, en principe, nécessairement de supprimer ces écarts, mais surtout de les gérer, d'apprendre à les gérer. En sociologie, on va aussi s'apercevoir que d'un côté, on a des règles formelles, prescrites notamment, qui vont organiser le travail, permettre de surveiller l'application, sanctionner les écarts. Et puis à côté de ça, on a aussi les règles que les collectifs de travail se constituent, des règles de coopération. Et puis en réalité, les règles effectives, c'est une sorte de patchwork de tout ça, mais qui se joue, vous le voyez ici, avec ce schéma de Van. Bon, c'est aussi des espaces d'échange qui font que des savoirs se mènent de la compétence en fait, et de l'autonomie se nouent dans ces espaces. Alors, quand on regarde sur les écarts aux règles, on s'aperçoit aussi qu'il y a différents types d'écarts. D'abord, le respect strict de la règle, qui n'est pas forcément toujours ce qui est le plus adapté. Ensuite, on va avoir des conformations aux règles, mais sans nécessairement qu'il y ait la référence au document, sans que l'opérateur aille chercher, par exemple, son règlement pour vérifier. Ensuite, on a des contournements qui se jouent aux limites, sans nécessairement qu'il y ait d'incident. Il y a des contournements qui sont liés aussi au fait à l'expérience ou au fait de vouloir aussi apprendre ce qui se passe quand on est un petit peu franchi la limite de la règle. Ensuite, on a ce qu'on appelle le délit d'habitude, qui correspondrait plutôt à une tendance un peu collective, la transgression volontaire et puis enfin le rejet de la règle. Alors, on peut travailler en fait sur les règles et sur les ajustements. Si on regarde à gauche, on a plusieurs cas de figure. Par exemple, on peut se poser la question en tout cas, lorsqu'aucune règle n'existe, on doit se poser la question de savoir si une règle est nécessaire ou pas. Il n'est pas toujours nécessaire de créer des règles pour tout, mais la question en tout cas doit être posée. De la même manière, lorsqu'on a des règles non prévues pour des contextes locaux ou non adaptées à des contextes locaux, là encore on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on fait une règle locale, une procédure locale, ou est-ce qu'on va définir une procédure chapeau et on laissera une certaine autonomie aux acteurs localement pour pouvoir décider par eux-mêmes. Après, on peut avoir aussi des règles inadaptées aux pratiques, aux caractéristiques du personnel. Débutant expérimenté. Un débutant, il aura peut-être besoin de s'appuyer sur des choses très, très formalisées, très détaillées. Un expérimenté ne prendra pas forcément, ne voudra pas prendre beaucoup de temps à lire des pages et des pages. Des évolutions technologiques ou sociales et des contraintes de production. Et là, il est nécessaire effectivement de prendre dans la rédaction de ces règles l'ensemble de ces pratiques, caractéristiques, évolutions, contraintes. Après, on a la question des règles de sécurité qui peuvent être en conflit avec d'autres règles de sécurité. Un agent, par exemple, dans un poste d'aiguillage, qui doit sortir sur la voie pour faire ce qu'on appelle la STEM, la surveillance des trains en marche, vérifier qu'il n'y a pas une lumière, par exemple, de queue qui est éteinte, qui pourrait signifier une rupture d'attelage. Et en même temps, s'il va faire cette surveillance et qu'il est sur une séquence opératoire importante,
avec un conducteur ou avec un régulateur, il risque d'y avoir une rupture de séquence et une interruption, et le risque peut-être qu'il se trompe dans l'application de sa procédure. Et puis enfin, le cas où on a soit trop de règles, soit trop de règles en nombre, ou des règles trop détaillées, où là, la question de la simplification, de la réduction de la profusion de règles et du détail aussi peut être posée. Alors sur la question de la règle et de l'autonomie, donc c'est pareil, je n'ai pas moi de réponse toute faite, je réfléchis, et on réfléchit, je dirais, à plusieurs au sein de la SNCF, bien sûr, mais aussi avec des acteurs externes. Hein. D'abord, est-ce qu'on est privilégier la règle de l'autonomie, hein, savoir où on met le curseur, ça dépendra du système qu'on a. Est-ce qu'on a un système complètement ouvert au monde, hein, tel que le système ferroviaire que je viens de vous décrire, hein, qui n'est pas du tout un système protégé, ne serait-ce que des voyageurs. Par exemple, on a la ligne 14 dans le métro où effectivement on a des portes palières, enfin, c'est assez difficile de pénétrer. Là, par contre, on peut avoir des intrusions dans le périmètre ferroviaire sur les emprises assez facilement. Ou système fermé. On a vu par exemple à la DAM, donc au CEA, lorsqu'ils font l'assemblage des missiles nucléaires, là ils ont le temps, ils sont dans une salle, ils ont un mode opératoire très très précis. S'ils veulent modifier le mode opératoire, ils lèvent la main, il y a le chef qui arrive, et puis il y a un gendarme qui est là, qui contrôle. Mais ils ont tout le temps qu'ils veulent, hein, il n'y a pas d'urgence. Les tâches... alors, les délais d'action sur le système aussi, et l'environnement, est-ce que c'est des délais courts, des délais longs? C'est une question importante, parce que dans le système ferroviaire, ça va très très vite. Il faut identifier très très rapidement le problème pour pouvoir ensuite intervenir, parce que sinon, les trains, comme on dit, s'empilent, en fait, et après, vous, clients, vous n'êtes pas satisfait. Est-ce que les tâches sont formalisables ou pas formalisables? On a des tâches qui peuvent être assez complexes et pas toujours faciles à rédiger. Les opérateurs sont-ils débutants ou expérimentés? Sont-ils conscients ou pas suffisamment des risques? On peut se poser la question, par exemple, quand on est face à des systèmes automatisés où on ne voit pas nécessairement tous les modes de fonctionnement cachés et opaques de ces systèmes, par exemple, ou quand la formation n'a pas été suffisante, ou aussi des gens qui sont surconfiants, ou à l'inverse, des gens méfiants par rapport aux dispositifs de protection des dangers. Là aussi, on a vu qu'il y avait des effets d'âge. Alors, comment agir? On peut agir quand même sans nécessairement accorder complètement toute l'attitude, mais en essayant de maîtriser justement, enfin c'est du moins moi ce que je pense qu'on est quelques-uns à le penser, en maîtrisant justement cette besoin d'initiative et d'autonomie. D'abord en rendant les risques visibles, en particulier en insistant plus sur les risques, considérés plutôt comme des écueils à éviter, plutôt que d'indiquer la bonne procédure à suivre, mais où finalement on s'attache plus à l'apprentissage, par exemple, de la procédure, du mode opératoire, du bon cheminement à suivre, sans avoir une vision claire de la situation et de ses dangers. En sensibilisant et en formant les opérateurs aux conséquences des détournements et aux transgressions de règles, c'est vrai qu'une formation qui est axée sur la conformité à la règle, à la bonne application de la règle, aura tendance à ne pas vouloir voir ce qui se passe si, par malheur, je dirais, cette règle est franchie et qu'on est dans une autre situation qu'on n'aurait pas souhaité. Mais là, souvent, lorsque les agents sont face à ces situations, eh bien, ils n'ont pas de connaissances sur la manière à agir et sur comment éventuellement atténuer au moins les conséquences de ce qui est en train de s'engager. En intégrant aussi des feedbacks, des dispositifs de rétro-information, toutes les fois qu'on le peut, dans les dispositifs de commande, contrôle ou pilotage, permettant aussi d'avertir lorsque un certain seuil survient, effectivement, est dépassé dans un certain nombre de conduites. En intégrant aussi une logique de récupération, donc je l'ai un petit peu évoqué déjà, mais une logique de récupération des incidents et pas simplement d'écart de conformité aux règles. On s'est aperçu de cette manière que de l'accident de Zufgen, les actions de récupération tentées par les agents, pratiquement aucune n'a abouti. En prévoyant des solutions de repli autorisées, des sortes de plans B, des boucles de rattrapage, au cas où une règle n'est pas appliquée ou pas applicable. En associant les acteurs aussi, donc en associant, on a parlé d'approche participative, hein, je pense que ce qui est important, c'est approche participative, oui, mais lorsqu'on travaille sur la question de la règle, c'est approche participative qui associe non seulement les agents, les exploitants, mais aussi l'ensemble des acteurs
qui participent à la conception ou à la mise en œuvre de cette règle et qui peuvent être des acteurs situés très très haut dans la hiérarchie. Et puis en mettant en discussion les pratiques entre experts techniques, experts métiers sécurité, managers et opérateurs lors de l'exploitation, et en particulier les partages sur les analyses du REX. Effectivement, l'intérêt, c'est de faire en sorte que le REX ait un pouvoir d'apprentissage. Il y a des limites donc à cet exercice. D'abord, les représentations des acteurs. On a constaté effectivement dans nos études que les experts avaient le sentiment de savoir ce que pensaient ou ce que devaient penser les opérateurs, comment ils devaient agir. Et puis à l'inverse, les opérateurs qui pouvaient avoir une certaine défiance des concepteurs, hein, qui voient comme, même si ce sont d'anciens exploitants qui sont maintenant dans des, on va dire, des sortes de bureaux d'études, ils peuvent leur reprocher de ne pas connaître suffisamment les contraintes du terrain. Le pouvoir aussi de celui qui écrit la règle, qui lui considère que parce qu'il écrit la règle, il contrôle de fait son application. Une des études qu'on a pu faire avec Dédale et avec le CNAM a bien montré effectivement qu'il n'y avait aucun contrôle. Ensuite, ça échappait totalement et qu'il y avait des contournements, des détournements constants sur le terrain par les opérateurs. Et puis la culture aussi, qui est une culture très très partagée dans l'entreprise, bien sûr, un caractère sacré de la règle, on l'applique de manière, à la limite, pas nécessairement en réfléchissant. Sur des questions en suspens, pour terminer, donc, le rôle du management. Le respect à la règle de la lettre peut, dans certains cas, on a vu qu'il était important de respecter la règle, certes, mais parfois, dans certains cas, le respect à la lettre de cette règle peut être dangereux dans certaines situations. La dérogation qui va être à la discrétion généralement du dirigeant de proximité ou des agents directement, la dérogation peut créer de la sécurité, mais elle doit reposer sur une adaptation intelligente de la règle. Encore faut-il en fixer les limites et les frontières. C'est bien là que je dirais le bât blesse. Jusqu'où aller dans l'autorisation d'ajustement par notamment les dirigeants de proximité. Quelle marge peut-on accorder et dans quelles limites? Comment déléguer? Là, je citerai une phrase qui était verbatim d'un dirigeant qui avait été interviewé pour une des recherches. Si les marges sont décrites, les marges d'autonomie, si on les décrit et si elles sont données officiellement, on va alors déplacer les limites de l'infraction vers le plus risqué. J'ai un transparent qui n'est pas passé. Bon, la question de l'évolution des règles reste importante. Donc les règles évoluent, elles ne sont ni fixes ni hors de portée, car elles évoluent grâce à des instances qui les adaptent. Elles évoluent aussi sous la pression de groupes d'acteurs qui ont adopté des pratiques différentes de celles prévues par la règle. Voilà. Je voulais en terminer là, mais on le voit, l'exemple, on le voit bien, par exemple, dans des évolutions récentes qu'on a pu voir, par exemple dans le domaine de l'usage par les Vélib de contresens, ou la possibilité de tourner à droite à des feux rouges. Bon, on voit qu'il y a des évolutions de la règle. Mais effectivement, il faut que cette évolution soit maîtrisée, qu'on puisse en étudier l'ensemble des impacts et des conséquences négatives avant de se lancer.